Ce sont de minuscules agents infectieux. Pourtant, ils peuvent paralyser le monde entier. En cette période de confinement pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, je reste à vos côtés, mais à distance. Ensemble, nous allons comprendre exactement ce qu'est un virus. On pense que les virus ont été dans le coin aussi longtemps que la vie elle-même, car ils peuvent infecter toutes les formes de la vie. Mais pour beaucoup de biologistes, un virus n'est pas vivant à proprement parler, puisqu'il est généralement admis qu'une forme de vie doit au moins pouvoir se reproduire d'elle-même et générer de l'énergie, ce que ne font pas les virus. Un virus est tellement petit que sa taille se mesure en millionième de millimètre, c'est-à-dire 1 million de fois plus petit qu'un millimètre. Ce n'est qu'une enveloppe contenant ceci, de l'ADN ou de l'ARN, c'est-à-dire, pour faire simple, des instructions. Un peu comme un code informatique qui, une fois rentré dans un ordinateur, va lancer un programme. D'accord, mais pour faire quoi exactement ? Eh bien, accomplir l'unique fonctionnalité du virus, se démultiplier. Pour cela, le virus a besoin d'un hôte. Et cet hôte, eh bien, c'est la mauvaise nouvelle de l'histoire. C'est nous. C'est ce qu'on appelle du parasitisme. Mais rien de personnel, hein ? Le virus n'en veut qu'à nos cellules, car les cellules ont tout l'équipement nécessaire dont le virus a besoin pour insérer son code et se reproduire. Pour ce faire, le virus a 2 techniques. Il peut s'attacher à une cellule en se liant à ses récepteurs. Par ces récepteurs, il peut alors transmettre son code à la cellule. Deuxième technique. Il peut rentrer dans la cellule pour y transmettre directement son ADN ou son ARN. Mais attention, le virus ne peut pas rentrer dans n'importe quelle cellule, car les membranes du virus, grâce auxquelles il s'attache à une cellule, ne sont pas compatibles avec tous les récepteurs. C'est une sorte de clé qui ne peut ouvrir qu'un certain type de serrure. C'est pourquoi les virus sont souvent inoffensifs pour certaines espèces et dangereux pour d'autres. Certains touchent les végétaux, d'autres des espèces animales. D'autres encore ne s'attaquent qu'aux bactéries. Une fois affectée, la cellule est comme reprogrammée. Son travail est désormais de faire des copies du virus jusqu'à ce que la cellule rompe et meure. On appelle cela le cycle lytique. Je précise cela car il existe un autre cycle, appelé le cycle lysogénique. Durant ce processus, le virus injecte toujours son matériel génétique, mais celui-ci vient seulement s'ajouter au matériel génétique de la cellule, un peu comme un virus informatique dormant. Quand l'hôte crée de nouvelles cellules, ces dernières ont le matériel génétique des cellules plus celui du virus. Aucun problème, pas vrai ? Eh bien, pas si sûr. Car l'hôte peut soudainement activer le cycle lytique à son insu et toutes les cellules infectées commencent alors à créer des virus. Mais rassure-toi, la majorité des virus sont parfaitement anodins. En ce moment même, tu en as des milliards sur tes mains et sur ton visage. Et sans compter évidemment les milliards qui se trouvent sur ton téléphone. Ceux qui s'avèrent dangereux pour l'organisme sont souvent rapidement appréhendés et détruits par le système immunitaire de l'hôte, sauf dans les cas de nouveaux virus que l'organisme ne reconnaîtrait pas. Alors, justement, d'où viennent-ils, ces nouveaux virus ? Dans la majorité des cas, ce sont les évolutions d'anciens virus. Comme nous l'a expliqué cet homme, Charles Darwin, la nature est régie par l'inéluctable processus naturel de l'évolution. Et les virus ne font pas exception. Quand un virus se multiplie, des mutations génétiques peuvent apparaître. Très souvent, le virus mutant devient inutile car sa clé ne fonctionne plus nulle part et il finit par disparaître. Mais très rarement, ce nouveau virus peut passer de son espèce d'origine à une autre. Il doit d'abord passer les barrières de la peau et des muqueuses qui sont riches en anticorps. Et s'il parvient à survivre, faut-il encore qu'il soit compatible avec les cellules de ce nouvel hôte. C'est ainsi que le syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus, abrégé en SARS-CoV, est apparu au début des années 2000. Ce coronavirus, qui ne semblait affecter que la chauve-souris, est passé à la civette, dont la viande est consommée en Chine, puis à l'homme, comme le coronavirus du Moyen-Orient, appelé MERS-CoV, est passé du chameau à l'homme. Mais Dim, pourquoi est-ce qu'on appelle ce virus coronavirus ? Corona signifie couronne. Non pas qu'il soit le roi des virus, mais à cause de ses pics, qui font penser à une couronne. Comme on l'a vu, ce sont ces membranes qui lui permettent de s'accrocher aux cellules. Ce qui nous amène au virus qui frappe le monde entier en 2020. Le SARS-CoV-2.
Il s'agit du 7e coronavirus connu à ce jour, capable d'infecter l'homme. La maladie qu'il peut déclencher chez son hôte, c'est-à-dire la pneumonie qui touche les personnes infectées, se nomme Covid-19. Co pour corona, vi pour virus, di pour disease, maladie en anglais, et 19 pour l'année de sa découverte. C'est ce que font les coronavirus. Ils s'attaquent aux voies respiratoires. Certaines des infections causent une fièvre. C'est le système immunitaire qui combat le virus. Mais dans certains cas sévères, le système immunitaire peut surréagir et commencer à attaquer les cellules saines des poumons. En conséquence, il s'obstrue de cellules mortes. La respiration devient alors difficile et peut mener à l'hospitalisation. L'épidémie, quant à elle, est très certainement partie d'un marché local de Wuhan, en Chine. Ils sont notamment vendus des animaux sauvages. Le virus aurait alors migré du pangolin, dont la chair est, comme la civette, très prisée par la gastronomie chinoise, à l'homme. Ce qui rend le SARS-CoV-2 plus impressionnant que d'autres virus, c'est son degré de contagiosité. Le taux de reproduction de base du virus, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes qu'un seul malade va infecter, est d'environ 2,6. Par comparaison, ce nombre est de 1,3 pour la grippe saisonnière. Avec un taux pareil, ce virus a un grand potentiel épidémique. Donc, encore une fois, le passage d'un virus d'une espèce à une autre est rarissime. Mais du fait de l'urbanisation galopante, de la promiscuité grandissante des humains avec les animaux et du nombre exponentiel d'humains sur la planète, statistiquement, un événement rarissime a plus de chances de devenir probable. Un futur vaccin pourra aider notre système immunitaire à reconnaître le virus SARS-CoV-2 et à produire les anticorps qui le cibleront spécifiquement. Mais le problème semble bien plus profond que la contagion. En attendant, il est donc important de 1. Se laver les mains. Le coronavirus est enveloppé dans une sorte d'enveloppe de graisse. Le savon détruit cette enveloppe et rend le virus inopérant. 2. Le virus ayant besoin d'un hôte pour voyager, pratiquer la distanciation physique évite une propagation du virus. Sans confinement, le nombre de maladies serait beaucoup plus important et saturerait la capacité de nos hôpitaux. Avec un confinement strictement suivi, le nombre de cas est étalé dans le temps, ce qui évite la surchauffe des hôpitaux et permet à tout le monde d'être soigné dans de bonnes conditions. Merci Jim, c'était très clair. À bientôt les amis, et prenez soin de vous.